Comment ça va? Comment allez-vous? Très bon après-midi, passons à l'information. Il est 13h46, 17 avril, le mois avance et les choses prennent des tournures. Parfois il y a un accord, parfois non, enfin bon, ils sont en train de s'attaquer. Bien, passons aux détails de ce qui se passe en Russie, de ce qui se passe dans le monde. Des réactions internationales, l'Europe réagit déjà, Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni, a déjà réagi, Macron, Georges Amelon et d'autres encore. Nous verrons les commentaires, merci beaucoup de nous accompagner. Que tu regardes en direct ou en différé, je te remercie de mettre un like, de partager. Aide-nous pour que la chaîne puisse être là tous les jours, avec l'information, avec ce qui se passe dans le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Passons aux détails, aux informations. Un énorme salut à Panterita, à tous ceux qui sont là, à Eliseo, à José Dominguez, à Wendy. Salutations à New York. Super, alors allons-y avec les détails, avec l'information. Nous commençons avec cette image, surprenante. Regardons par ici, c'est cette image, d'autres images d'Arabie Saoudite. Avec cette chute de grêle qui a été signalée ces derniers jours, cela a laissé ses vêtements. Des rochers remplis de glace, couverts de glace, montrant ainsi cet endroit encore plus inhospitalier qu'il ne l'est réellement. Une autre image qui surprend également est la suivante, c'est cette opération montrée par l'Ukraine avec des attaques de drones qui continuent d'être un élément clé de leur offensive. Les forces des opérations spéciales ukrainiennes s'emploient à détruire le centre secret de technologie des drones russes avec des frappes de précision. Dans le Donbass, une autre image qui attire également l'attention est la réaction de Macron à tout ce qui se passe concernant l'Iran. Écoutons. Nous allons renforcer et accélérer la planification que nous avons déjà commencée en coordination avec le Royaume-Uni pour établir une mission qui sera neutre, complètement séparée de tous les belligérants, afin de soutenir et de sécuriser les navires marchands qui transitent par le Golfe. À partir de la semaine prochaine, il y aura une réunion de planification à Londres et, en même temps, bien sûr, les actions diplomatiques se poursuivront. Et il y aura une coordination totale et étroite avec les Américains et les Israéliens. Nous avons déjà mis en œuvre, en ce qui concerne la France, des mesures substantielles dans la région pour protéger nos ressortissants, rassurer nos partenaires sur place et nous permettre de faire face à toute éventualité. Par exemple, la France dispose d'une force navale robuste en Méditerranée orientale et en mer Rouge, près du refuge. Aussi robuste que soit tout cela, une partie sera utilisée en Méditerranée orientale, une autre en mer Rouge, et une autre sera consacrée à l'effort que je viens de décrire. Donc, le message de... Passons à un autre message, cette fois-ci à Giorgia Meloni. L'Italie est prête à participer dans ce cadre en fournissant un certain nombre d'unités navales selon ce que le Parlement italien autorisera conformément à notre Constitution. Cela correspond à ce que nous avons fait lors d'autres missions. La mission s'appelle Aspides. C'était une mission qui a été mise en œuvre dans une zone proche du détroit d'Ormuz. Donc je pense que nous pouvons la considérer comme un bon exemple. La mission d'aujourd'hui est... Ceci est l'exemple et la réaction qui sort de la bouche de Giorgia Meloni, mais le chancelier allemand, Merz, a dit ce qui suit. Écoutons ce qui se dit sur ces sujets et aussi sur les armes nucléaires que l'Iran pourrait essayer d'obtenir. Écoutons. Parvenir à une fin durable de cette guerre. Notre message, également en coordination avec tous nos partenaires, est que l'Iran doit mettre fin à son programme nucléaire. Il doit cesser d'attaquer Israël et les États du Golfe, et il doit rouvrir le détroit d'Ormuz de manière fiable, permanente et sans aucun paiement, afin de garantir la libre circulation maritime. Une autre réaction qui attire l'attention est celle du Premier ministre du Royaume-Uni. Je peux confirmer qu'avec la France, le Royaume-Uni dirigera une mission multinationale pour protéger la liberté de navigation dès que les conditions le permettront. Ce sera une mission strictement pacifique et défensive, destinée à rassurer le transport commercial et à soutenir le déminage.
Nous invitons toutes les nations intéressées par la libre circulation du commerce mondial à se joindre à nous. Certaines ont déjà manifesté leur volonté de contribuer. Nous allons prendre ceci. C'est en partie ce qui ressort de ce commentaire du Royaume-Uni, mais Donald Trump dit ce qui suit. Tu sais, le Liban, n'est-ce pas? Vont-ils collaborer avec Hezbollah? S'il renvoie Jake Sullivan, monsieur. Vont-ils acheter du pétrole iranien? Quoi? Vous voulez encore acheter du pétrole iranien après ça? On verra. Nous avons en ce moment une très bonne relation avec l'Iran, aussi surprenant que cela paraisse. Et je pense que c'est une combinaison d'environ 4 semaines de bombardements et d'un blocus très puissant. Le blocus est peut-être plus puissant que les bombardements. Si tu veux savoir la vérité. Ah ça! Bon, comment allez-vous? Comment ça va pour vous? Nous allons aussi voir différentes réactions sur d'autres sujets avant de passer à ce qui se passe en Russie. En changeant de sujet, mais c'est aussi important dans les réactions internationales, il y a un commentaire de la part des États-Unis concernant les réformes judiciaires qui ont été menées au Mexique. Écoutons quelle est l'opinion des États-Unis à ce sujet. Eh bien, à la communauté qui suit le direct, nous allons aussi parler plus tard de ce qui se passe concernant l'alerte lancée par les États-Unis à cause d'une série de tempêtes. C'est déjà au niveau 3, il y a 50 millions de personnes en alerte. Nous allons aussi parler de ce qui se passe. Ceci concerne la Syrie, la réaction d'ailleurs du Royaume-Uni et des États-Unis, et sur la question de l'Ukraine de la part du secrétaire à l'armée. Pas le secrétaire à la défense, mais le secrétaire à l'armée. Un républicain qui, ce discorde, non? Qui a fait un commentaire très intéressant sur la question de l'Ukraine, hein? Très intéressant, mais nous verrons cela dans un instant. Passons aux informations sur ce qui se passe en ce moment à la réaction du Congrès. Au Congrès des États-Unis, du gouvernement des États-Unis, lors d'une audition où on lui pose précisément des questions sur le sujet des réformes judiciaires au Mexique. Un sujet très important. Et à la communauté qui arrive, vous savez déjà quoi faire, vous savez déjà comment aider la chaîne, donc je n'en dis pas plus. Passons aux détails. J'ai encouragé une coopération sécuritaire renforcée avec le Mexique et soumis au Congrès une résolution exprimant de vives inquiétudes sur les réformes constitutionnelles ayant profondément changé le système judiciaire mexicain. J'espère que cette administration est également extrêmement préoccupée par ces événements. Nous savons que cela constitue un facteur limitant pour l'investissement américain au Mexique. Les réformes judiciaires au Mexique laisseront les juges exposés à l'influence de la République populaire de Chine ou d'organisations criminelles transnationales. Depuis que vous êtes devenu le SBO pour les affaires de l'hémisphère occidental, combien de fois un responsable de l'administration Trump a-t-il parlé publiquement des réformes judiciaires au Mexique? Chico. Je ne peux pas dire combien de fois publiquement, mais nous avons eu des conversations répétées avec le Mexique à ce sujet. Je pense que, comme vous le savez, on ne peut pas dire que le fait d'avoir des juges élus soit ipso facto incompatible avec un État de droit solide, puisque nous en avons dans de nombreux États aux États-Unis. Mais ce que nous disons, et nous l'avons fait conjointement avec la communauté des investisseurs américains au Mexique, c'est qu'il faut des juges qualifiés, qui soient indépendants, qui ne soient pas au service des cartels, des Chinois, ni de qui que ce soit d'autre. Et c'est pour cela que c'est un sujet qui nous préoccupe. Nous avons été clairs là-dessus, mais je pense que c'est la principale motivation du côté mexicain. S'ils veulent attirer des investissements, ils doivent faire les choses, même dans le cadre qu'ils ont adopté, pour que les gens aient confiance dans leur système judiciaire et qu'il ne soit pas utilisé contre les investisseurs. Donc c'est un travail en cours, ça c'est sûr. Merci. C'est un travail en cours, bon. Eh bien voilà, non? C'est quelque chose qu'ils essaient de comprendre. Ils voient des points négatifs, ils voient des points positifs, mais c'est quelque chose qui inquiète surtout les investisseurs. Que le pouvoir judiciaire soit influencé, disent-ils, par des groupes du crime organisé ou même par des pays étrangers comme la Chine. Ce n'est pas bon qu'il n'ait pas cette indépendance qui est si nécessaire, n'est-ce pas? C'est cette préoccupation qu'ils ont et, ils essaient aussi d'analyser plus en profondeur un sujet intéressant. Passons aussi à cet autre sujet. La reconnaissance par n'importe quel pays de la légitimité de l'occupation israélienne du Golan syrien, je pense que c'est une reconnaissance invalide, parce que c'est un droit du peuple syrien et non d'aucun État.
Un État peut renoncer à une partie de son territoire si son peuple est d'accord, mais il ne peut ni vendre ni reconnaître la terre d'autrui à Israël, comme cela s'est produit avec la reconnaissance par le président Trump du Golan occupé comme faisant partie d'Israël. D'un autre côté, la communauté internationale continue de soutenir le droit de la Syrie sur cette terre. Lors du dernier vote, nous avons rassemblé plus de 134 pays du monde entier pour reconnaître que le Golan est, sans aucun doute, une terre syrienne et qu'elle est occupée par les Israéliens. Les négociations passent par plusieurs étapes. D'abord, il y a eu un accord de cessez-le-feu entre la Syrie et Israël. L'accord de 1974 a été maintenu pendant plus de 50 ans. Israël l'a gravement violé par ses infractions après la chute de l'ancien régime, le 8 décembre. Nous entrons maintenant dans le premier niveau, qui consiste à rechercher un accord de sécurité garantissant le retrait d'Israël aux lignes de 74 et à établir de nouvelles règles pour soit respecter l'accord de 74, soit le modifier de manière à garantir la sécurité des deux parties. Ensuite, si cela réussit, nous pourrions peut-être nous engager dans des négociations à long terme pour résoudre la question des hauteurs du Golan occupé. Une façon diplomatique de parler d'une invasion également, que la Syrie a en suspens avec Israël depuis de nombreuses années. C'est aussi une façon d'en parler par le dialogue, c'est-à-dire en disant qu'il faut en discuter, il faut en parler, il faut voir ce que disent les uns et les autres. Et dans tous les cas, parvenir à un accord qui apporte de la sécurité aux deux parties dans cette région du monde. Eh bien, un autre sujet en suspens qui est abordé par le nouveau gouvernement syrien et qui est également essentiel pour que l'avenir soit prospère et pacifique au Moyen-Orient. Un autre sujet qui attire également l'attention est la réaction lors de ces appels ou conversations concernant le blocus qui continue d'ailleurs dans le détroit d'Ormuz et qui se poursuit de la part des États-Unis. C'est-à-dire l'Iran a dit « Nous avons déjà ouvert complètement le détroit ». Les États-Unis disent de qu'il est fermé, seulement pour les navires iraniens, et donc, cette vidéo apparaît. Ceci est la marine des États-Unis CE-115. Nous vous demandons de retourner à votre port d'origine en Iran. Vous me recevez? Terminé. Compris, monsieur. Merci beaucoup. Reçu. Reçu, monsieur. Nous retournons en Iran. Nous retournons en Iran. Merci. Blue Sky 4, ici la marine des États-Unis, CE-115. Je comprends que vous allez retourner à votre précédent port d'escale en Iran. Ici la marine américaine 115 en attente sur le canal 16 terminé. Eh bien, c'est en partie ça. Au final, ceux qui répondent sont les capitaines de pétroliers, de méthaniers ou d'autres navires, des civils, n'est-ce pas? Et donc, ils ne vont pas s'opposer à celui qui va passer de force. Non, si un groupe de navires militaires te dit « Eh, tu dois retourner au port iranien », eh bien, bon, je fais demi-tour et voilà, ils ne vont pas chercher d'ennui. Et c'est ce qui s'est passé ces 3-4 derniers jours. Voilà où en est la fermeture du détroit d'Ormuz du point de vue des États-Unis, et pour l'instant, il reste fermé dans ce sens. Maintenant, un autre sujet également très intéressant, ce que dit ce Discroll, Daniel P. Discroll, le secrétaire de l'armée des États-Unis, qui fait le commentaire suivant sur l'Ukraine. Écoutez ceci. L'armée des États-Unis a soutenu et accompagné les Ukrainiens depuis le premier jour de la guerre. J'ai été à Kiev, j'ai passé beaucoup de temps avec de nombreux dirigeants ukrainiens, et ils ont fondamentalement changé la façon dont les êtres humains s'affrontent dans les conflits. Ils ont fait un travail absolument incroyable en innovant, et j'ai déclaré publiquement que nous apprenons beaucoup d'eux et que nous nous adaptons en fonction de nombreuses leçons qu'ils nous ont enseignées. Eh bien, cette audience est intéressante où le secrétaire de l'armée des États-Unis, ce Discroll, reconnaît ce qui a été appris dans le conflit armé. Et c'est aussi un message pour Donald Trump, parce que, on pensait ou on avait envisagé d'arrêter de soutenir l'Ukraine. Et cela, il y a aussi des mouvements internes, même chez les républicains, qui diraient « Écoutez, nous avons appris et nous avons vu que… » La proposition ukrainienne sert maintenant de base à la façon dont on mène une guerre moderne, dans laquelle, oui, il y a bien sûr des tranchées, mais aussi l'utilisation de robots, de drones, et une adaptation essentiellement constante. On n'a pas transformé un pays pour pouvoir se défendre contre un envahisseur dans ce cas.
Nous avons déjà observé en Iran et ailleurs des prémices des leçons tirées de cette guerre des deux côtés. Attention à ce sujet très intéressant, mais en parlant de cela, il y a des mouvements massifs. La Russie fait des mouvements massifs en ce moment. Allons dans le détail de ce que l'on sait. La Russie serait en train de mobiliser 20 000 soldats supplémentaires vers l'est de l'Ukraine, selon les renseignements ukrainiens cités par le Financial Times. Allons dans la zone où ce mouvement aurait lieu, mais ce que l'on observe, c'est que dans cette région, dans cette zone, les troupes sont en train d'augmenter de façon considérable. C'est qu'elle a subi une perte de personnel très importante dans toute cette zone au cours des derniers mois. Et face à cela, le rythme de la guerre ne semble pas diminuer. Au contraire, la Russie veut l'accélérer en envoyant plus de soldats, probablement vers une situation d'où ils ne reviendront pas vivants. L'objectif stratégique serait de prendre le contrôle total de la région de Donetsk avant septembre, un objectif qui serait compliqué pour le moment. Au moins, ce mouvement indique la préparation d'une nouvelle offensive à grande échelle dans le sud-est, ce qui pourrait intensifier considérablement les combats dans les semaines à venir. Eh bien, nous verrons si cela se produit ou non. Mais le Donetsk est une région cruciale qu'ils veulent ajouter dans le cadre de l'accord qui pourrait être conclu à la fin de l'année. Si jamais il se concrétise. La possible offensive suggère que la Russie chercherait à changer le rythme de la guerre, cherchant à consolider certains territoires. L'installation qui a également entraîné une perte d'alimentation électrique externe est celle de Zaporijjia. Au fait, vous vous souvenez de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe ? Eh bien, c'est le cas. C'est un sujet qui suscite constamment des inquiétudes. Actuellement, on signale des coupures de courant constantes, parfois durant plusieurs jours, à la centrale nucléaire. Pourquoi est-ce important si cette centrale nucléaire n'a pas d'électricité ? Refroidir les réacteurs nucléaires, cela peut provoquer un énorme problème, c'est-à-dire un accident nucléaire. L'alimentation a été rétablie après avoir été coupée à un moment pendant ces périodes. Ce n'est pas comme une panne totale d'une journée, mais plutôt une succession de coupures de courant tout au long de la journée. L'électricité part et revient, part et revient. D'après les rapports, cela a été rétabli presque immédiatement. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique de l'ONU, avertit. Ils préviennent que la sécurité nucléaire reste instable, vulnérable face à ce conflit. La combinaison de l'offensive et du risque nucléaire fait que cela est loin d'être terminé et qu'à tout moment, cela peut s'aggraver à d'autres niveaux. Un autre sujet attire l'attention. Le superviseur du plan de déportation massive de Trump a démissionné. Il s'appelle Todd Lyons. Ce personnage, il est le directeur intérimaire de l'ICE, en gros, et il devait rester là jusqu'au 31 mai, mais... Apparemment, il a déjà quitté le poste. Le directeur intérimaire du service de l'immigration et du contrôle des douanes, c'est-à-dire de l'ICE, a présenté sa démission hier. Sa lettre de démission a été remise au nouveau secrétaire à la sécurité intérieure, Mark Weinmullin, après avoir été chargé de superviser le plan de déportation massive de l'administration Trump. La décision a déjà été annoncée et, eh bien, il me semble qu'il va peut-être rester encore quelques semaines. En fait, il restera jusqu'au 31 mai. Il allait continuer indéfiniment, mais il ne voulait pas du poste. Apparemment. Bon, le point c'est qu'il est mis à l'écart. Pour quelle raison ? On l'écarte le 31 mai, ce qui semble définitif. Non, il ne peut pas partir aussi facilement. Un autre sujet qui attire l'attention, c'est justement cette image. Voyons si on peut la voir. Bon, plus qu'une image, c'est un rapport qui est en train d'être diffusé en ce moment, celui dont nous vous avons parlé il y a quelques minutes à propos de l'uranium iranien. Eh bien, regardez ça. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Iran. C'est ce que rapporte l'agence iranienne. NIM, oui, qui est essentiellement une agence du régime, non ? Le régime iranien affirme que l'uranium enrichi de l'Iran est aussi sacré pour eux que le sol de ce pays et qu'il ne sera transféré nulle part ailleurs sous aucune circonstance. Il le déclare, alors tu te demandes, bon, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, il dit... Donald Trump dit que si l'uranium doit être envoyé, ils l'auront sans aucun problème. Et ensuite, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères dit que, même pas en rêve, que ça n'arrivera pas, qu'ils n'enverront pas l'uranium vers ce pays.
c'est-à-dire les États-Unis ne vont pas l'avoir. Ils vont garder ça, c'est quelque chose de sacré pour eux et l'affaire est close, non. Donc j'insiste, l'accord est en péril, non. Aussi, pendant l'entretien avec CBS News, le président Trump affirme que l'Iran a accepté de cesser de soutenir, que l'Iran cessera de soutenir des groupes terroristes par procuration au Moyen-Orient, comme le Hamas, le Hezbollah et les Houthis. Autrement dit, l'Iran ne les soutiendrait plus. Chose qui, sincèrement, il faut être très naïf pour croire à quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Ça n'arrivera pas. Ils vont continuer à soutenir leur groupe indéfiniment, sans aucun problème. Ils ont continué à le faire pendant tout ce temps et ils vont continuer. Croire autre chose serait une erreur. Eh bien, on peut aussi le croire. Chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais au final, ils ont été très clairs à ce sujet. Et le soutien à ces groupes va continuer, car ils font partie d'eux. Ce n'est pas comme s'ils pouvaient arrêter de soutenir ce qui fait partie d'eux. Point. Maintenant. Trump veut vendre l'idée qu'il contrôle essentiellement l'Iran, qu'il contrôle ce que fait ou ne fait pas la garde révolutionnaire, et ce n'est pas le cas. Je crois aussi que la garde révolutionnaire a compris qu'elle dira oui à tout, comme avec Elcide Rodriguez. Et il ne se passe rien. C'est ça le problème ici. Maintenant, un autre sujet qui attire aussi l'attention dans ce qui se passe dans le monde, c'est peut-être un sujet très local ici, mais ça m'a vraiment interpellé. Des étudiants de l'IPN contrôlent la chaîne. Pour dénoncer le détournement de fonds, allons, on leur a donné. Je comprends qu'ils ont de l'espace sur Canal 11 pour aborder ce sujet, et ils assurent même qu'ils vont protester lors de la Coupe du Monde face à cette situation. Des étudiants de l'IPN ont occupé les locaux de Canal 11, si j'ai bien compris. Je ne sais pas si on les leur a prêtés ou s'ils les ont prises, mais ils exigent la démission de leur directeur général. Ils affirment que l'IPN est en déclin et pointent du doigt la nouvelle fondation. Ils la qualifient de frauduleuse et critiquent également la suppression des fonds fiduciaires. Eh bien, ceci fait partie de ce qui a été vu sur Canal 11. Écoutons. La fin des sciences biologiques de l'Institut Polytechnique National, accompagné par l'École supérieure d'économie et l'École de médecine. Après 2h30 à attendre d'être un peu écoutés, nous avons enfin obtenu l'attention nécessaire pour publier un communiqué, non seulement à toute la communauté polytechnique. Eh bien, c'est une partie de la publication qui a été faite dans laquelle, eh bien, ils ont exposé leurs points. Ils parlent même de la possibilité d'empêcher la Coupe du Monde de football. Ils appellent d'autres étudiants à se joindre aux manifestations et aux revendications face à ce qu'ils réclament. C'est un sujet qui fait déjà l'objet de commentaires depuis un certain temps où ils disent qu'il y a un manque de ressources énorme, c'est ce qu'ils expriment. Du moins, c'est ce que dit l'Assemblée. Celle de l'École nationale des sciences biologiques, si je comprends bien, et celle de médecine. Dans ce contexte, eh bien, ils parlent d'un détournement de budget, entre autres choses. C'est bien, évidemment, c'est important. Nous verrons quelle sera la réaction à ce sujet. Et en attendant, passons à d'autres sujets importants. On se souvient de cette affaire très curieuse, bien plus qu'une simple anecdote. Ceci est déjà une information qui date, mais tout à coup, il est intéressant de se rappeler des rapports qui ont été faits à d'autres époques et d'une affaire qui a été reprise récemment. Tu l'as déjà vu dans plusieurs médias, une affaire dont nous avons déjà parlé ici. De James Scott. Oui, cet individu, regardez, voyons si nous pouvons le montrer à l'écran. C'est cet individu. Voyons si c'est celui-ci. Voyons si je peux le voir avec une image un peu plus petite. Ce monsieur qui est ici. Ce monsieur qui est ici. Une personne qui a été condamnée à la réclusion à perpétuité pour avoir inondé un village. C'est-à-dire, cela s'est déjà passé vers 1993. Oui, il signale sûrement cela vers 8h du soir, un 16 juillet. Une digue a cédé à West 15, là où, eh bien, c'est sur le fleuve Mississippi. Il y avait une barrière là-bas. La digue à West 15 s'est effondrée soudainement, provoquant une inondation dévastatrice.
La catastrophe aurait ravagé des milliers d'hectares, détruit des infrastructures clés et causé des pertes estimées entre 15 et 20 milliards de dollars. Imaginez-vous cela. Regardez ça. Au milieu du chaos, le soupçon est apparu que ce monsieur, à ce moment-là, avait 24 ans lorsque cela s'est produit. James Scott participait comme bénévole au renforcement de la digue. L'accusation était complètement folle, car on l'accusait que Scott avait saboté la digue pour empêcher sa femme de rentrer à la maison et ainsi pouvoir continuer à faire la fête avec ses amis. Selon le procureur, Scott a retiré des protections de la digue et créé un canal pour permettre à l'eau de passer, provoquant ainsi l'effondrement. Cependant, il n'y a jamais eu de preuves physiques directes, ni d'enregistrement, ni d'empreintes, ni de témoins oculaires du prétendu sabotage. La condamnation s'est principalement basée sur des témoignages indirects et aussi sur le fait qu'il avait une réputation de petit délit. En 1994, il avait été condamné à la réclusion à perpétuité en vertu de la loi conçue pour punir les catastrophes provoquées associées au terrorisme ou au sabotage grave. Bien qu'un tribunal ait annulé la première condamnation pour irrégularité, un second procès l'a déclaré coupable après seulement 3 heures de délibération et sans enquête approfondie. Les experts en ingénierie estiment qu'il est quasi impossible qu'une seule personne détruise une telle digue. Ils ont souligné qu'il pouvait s'agir de causes naturelles ou d'une pression d'eau très importante. C'est ce que disent les ingénieurs. Les ingénieurs. L'inondation a touché toute la région. Plus de 1000 digues ont cédé et environ 54 000 personnes ont été évacuées. Ce qui renforce la théorie selon laquelle la catastrophe n'a pas été causée par lui, mais qu'il s'agissait d'une catastrophe massive. Mais il est devenu célèbre pour être cette personne qui aurait soi-disant provoqué une inondation dans un village. Pour s'en sortir et continuer à faire la fête, non. Apparemment, l'affaire continue de diviser. On a reparlé de cette affaire ? Eh bien, en cherchant à ce que l'on comprenne qu'il y a parfois des cas d'injustice. Dans ce sens-là. Il a passé 3 décennies en prison et attend une audience de libération conditionnelle en juillet de cette année. C'est pourquoi l'affaire est revenue cette année. Il se pourrait qu'on lui accorde la liberté. Jusqu'à présent, après 30 ans, il continue de clamer son innocence, il dit qu'il est innocent et il l'affirme depuis, 30 ans. Voilà, c'est le cas curieux du jour. Passons donc aux commentaires. Comment ça s'est passé pour vous? Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ces... Je crois que ça fait déjà 3, n'est-ce pas? 3 directs. Nous faisons des mises à jour tout au long de la journée. Sebola, comment vas-tu, en direct comme en enregistrement, que nous publions ici pour informer sur l'actualité? Énorme. Je salue Sebola, Eliseo, et comment vas-tu? Très bien. MKMTK. Et oui, je pense que la Chine a été celle qui l'a sorti. Il dit « Comment vas-tu » ? Qu'est-ce que c'est que ça, dit-il. Les Ukrainiens doivent rediriger tout leur personnel et leur riz. Il crée une zone pour éliminer massivement les ennemis avant qu'ils ne se positionnent. Ou les Russes, dit-il. Comment vas-tu, Francisco? Bonjour. Qui d'autre restait là? Salutations à toute la communauté qui arrive aussi en différé. Merci beaucoup de nous regarder après. Francisco Visvix Escarsa, comment vas-tu? Dis-moi. Un grand merci aux membres de la chaîne. Merci car cette communauté de membres rend en grande partie possible l'existence de cette chaîne. C'est le résultat de plusieurs efforts, non? Une communauté d'abonnés, d'autres qui nous soutiennent via l'adhésion, et une communauté non abonnée venant ici chaque jour. On remercie tout le monde, n'est-ce pas? Salut, ça va? Trump spécule et gagne des millions avec ses riches amis grâce à ses déclarations qui font fluctuer le marché. C'est un sujet qui devra être étudié en profondeur, car il y a clairement des signes de manipulation constante, qui en gros a été une énorme source de profit d'un groupe de personnes proches, évidemment, du président Trump. C'est un sujet pour lequel il a déjà été accusé à plusieurs reprises, mais qui, devra être étudié. La Maison-Blanche a récemment dû sortir pour dire de faire attention à ces spéculations, c'est-à-dire comme s'ils voulaient un peu redorer un peu leur image sur ce sujet. Sujet très délicat. Salutations et merci pour le commentaire. Josh, super, comment vas-tu? Claudio, un grand salut. Ça fait plaisir de te voir, Claudio. À toi, à toute l'équipe, évidemment. Depuis la station de radio, je vous envoie un grand salut.
Gisela Hins, comment vas-tu? Rigoberto Bermudez, également un grand salut. Il dit salut, je n'avais pas commenté en direct, mais je regarde tous les directs. Merci beaucoup Rigoberto et merci d'avoir osé commenter pour la première fois. Alors, Juan Carlos, comment vas-tu? Salutations jusqu'en Argentine, merci beaucoup pour ton commentaire. Guillermo Escobar. Salutations à toi et à la communauté qui nous suit. Eh bien, un grand salut à tous. Nous revenons un peu plus tard avec une nouvelle mise à jour. Salut Carlos, salut à Tijuana, excellent Dorian Enix. Salut à toi aussi, salut Dorian, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Eh bien, on se revoit dans un instant. À tout à l'heure.